Bonjour à tous, bienvenue sur cette table ronde dédiée... Non, vous n'entendez pas, mais c'est parce que vous n'avez pas de casque, monsieur. Ah oui. J'ai prévu de dire du bien de lui. Est-ce que vous m'entendez là? C'est bon? Super. Donc, bienvenue à tous sur cette table ronde dédiée à la fabrication additive. Et puis, on va s'intéresser principalement à la manière dont les industriels s'emparent de ces technologies. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir sur la scène trois industriels, représentants de la recherche, qui vont nous expliquer chacun à différents stades comment ils ont intégré ces technologies et les services que ça leur rend dans leur quotidien. Donc je vais commencer par vous présenter les intervenants. Isabelle Valentin, qui est COO de la société Latitude, une start-up créée il y a 6 ans dans le secteur du spatial, qui est installée en région à Reims. Et la société développe un micro-lanceur pour mettre en orbite des satellites qui pèsent jusqu'à 200 kg. Timothée Cula, vous êtes aussi chez Latitude et responsable de la montée en compétences de la fabrication additive dans l'entreprise. Laetitia Kirchner, vous êtes chef de projet fabrication additive pour SNCF Voyageurs dans la direction de l'ingénierie du matériel roulant. Cette entité est chargée d'assurer la maintenance des trains pour le compte de la SNCF, mais aussi d'autres clients européens. Laurent Julliard, bienvenue. Vous êtes un chef de mission en crash territorial pour EDF, et plus précisément pour la centrale nucléaire de Chooz, dans les Ardennes. Vous avez notamment initié les premières expérimentations en fabrication additive et vous nous expliquerez vos réalisations. Enfin, Arnaud Spangenberg, vous êtes chercheur au CNRS à l'Institut de sciences des matériaux de Mulhouse, un institut qui a développé une expertise sur la photoactivation des matériaux. Alors, vous nous expliquerez en quoi ça consiste. Et enfin, moi-même, je suis Thomas Mstutz, donc je suis au sein de l'agence Grand Est Développement, responsable des solutions industrie, et j'ai le plaisir d'être l'animateur de la communauté fabrication additive pour la région Grand Est, que nous avons créée il y a 2 ans et demi, et je vous en dirai quelques mots. Et donc on va tout de suite commencer par Isabelle ou Timothée, vous déciderez qui répond à la question. Mais Isabelle, vous avez rejoint la société Latitude il y a bientôt 2 ans pour industrialiser le lanceur Zephyr. La société a récemment reçu le soutien de l'État pour la construction d'une nouvelle usine à Reims qui sera dimensionnée pour produire 50 lanceurs par an. Et vous avez bénéficié d'un appel à projet première usine, puisque vous étiez une start-up sans activité industrielle. Et donc, félicitations pour ça. Est-ce que vous voulez, bien nous raconter un petit peu la genèse du projet? Et moi, ça m'intéresse de savoir si la fabrication additive était déjà présente tout au début du projet. Bonjour, merci. Donc Latitude, comme vous l'avez dit, a été créée en 2019 maintenant par des ingénieurs qui étaient passionnés par le spatial et qui a été implanté à Reims dans les années 2020-2021. Donc en fait, dès le début, la fabrication additive était dans le projet parce que en fait, le premier moteur développé par l'entreprise était 100% imprimé en 3D avec uniquement 3 pièces qui ont été assemblées. Ensuite, on a eu une deuxième version du moteur qui là va nécessiter plus de pièces. Et en fait, la fabrication additive, elle permet d'avoir une liberté de design, de conception, qui notamment avec ce genre de choses type canaux internes, qui sont extrêmement compliqués de réaliser en usinage, ou même pas possible, peuvent permettre de développer, de maximiser la poussée de notre moteur en fait. Notamment, les canaux internes qu'on a dans cette tuyère-là permettent de faire passer du kérosène qui permet de la refroidir en fait lors de la mise à feu du moteur. Et donc, on peut augmenter la température à l'intérieur de la tuyère, ce qui permet de maximiser la poussée de ce genre de moteur.
Donc voilà, donc dès le départ, la fabrication additive était dans le projet Latitude. Et aujourd'hui, on va le pousser encore plus loin parce que ce moteur-là, on veut le produire en série. Donc il va falloir avoir un nouveau regard sur le fait de la variabilité du process, comment travailler avec différents industriels, différents fournisseurs, différentes machines d'impression 3D. Toutes ces questions-là vont devenir de plus en plus importantes. Merci beaucoup. Et par rapport à vos confrères fabricants de lanceurs, est-ce que vous êtes les seuls à vous baser beaucoup sur la fabrication additive ou... En fait, la fabrication additive, c'est une technologie qui se prête très bien au processus itératif de développement d'un lanceur, en particulier dans le New Space. Donc le New Space, c'est toutes ces entreprises qui s'attaquent à ce qui a été pendant très longtemps un monopole d'État ou quasiment, et qui était géré par Ariane. Donc ça permet, en fait, le New Space, c'est le fait d'adresser le spatial d'une autre façon. Nous, Latitude, on se focalise, donc, comme tu l'as dit, sur des lanceurs de moins de 200 kg. Et en fait, même quand on veut faire un grand lanceur, même quand on s'appelle Ariane, l'avantage d'être capable d'aller tout droit, en quelque sorte, de la CAO, c'est-à-dire de la conception, à la pièce réelle, est un avantage réel. Dans le New Space, en fait, ce qu'on va faire, c'est que, au-delà de le faire pour les pièces d'essai, on va le faire pour les pièces série. Donc, comme tu l'as dit, on a 50 fusées à construire par an à horizon 2030. Et nous, ce qui nous intéresse tout particulièrement dans la fabrication additive, c'est à quel point ça accompagne la démarche de design to cost, avec la capacité de soutenir nos ingénieurs qui ont 33 ans en moyenne. Donc on est dans une équipe très jeune. Pour la plupart, ils n'ont jamais réellement fait une vraie pièce. Ils sont allés tout droit de l'école vers le bureau d'études. Et aujourd'hui, il faut qu'on fasse des pièces. Donc on a testé très récemment les premiers moteurs, c'est les images que vous avez là-haut. Les premiers moteurs à l'échelle 1, qui sont donc les designs tels qu'on les verra en vol. Et le gros avantage donc, de la fabrication additive, c'est que dans un processus itératif où on va avoir besoin d'optimiser nos tuyères ou d'optimiser nos canaux, comme le disait Timothée, là, qui nous permettent de faire remonter le kérosène, on appelle RP1 en spatial, le kérosène vers la zone de combustion. Ça permet, on considère qu'en fait, ça nous fait gagner en gros 25 à 30% du coût en développement, mais ça nous fait gagner également de la masse sur le coût, et donc du coup sur le coût produit, puisqu'en fait, quand on optimise la masse, on a un produit moins cher, et quand on a moins de masse à embarquer, on a moins de kérosène à prendre, et quand on a moins de kérosène à prendre, on peut prendre plus de charges utiles. Donc c'est vraiment le cœur de l'équation économique pour Latitude, c'est ce rapport masse embarquée, enfin masse utile versus masse vendue en fait. Et la fabrication additive, c'est vraiment une technologie particulièrement adaptée. Voilà. Merci Isabelle. Et justement, vous avez répondu à la question suivante. Mais donc, dans les cycles d'innovation, en gros, quand on veut apporter une amélioration à la pièce, 2-3 jours après, ou peut-être une semaine. Un petit peu plus que ça, parce qu'en fait, la tuyère elle-même, elle met 5 jours à être imprimée. Parce que la tuyère elle-même, elle fait 600 de haut, donc elle est dans les limites des grandes machines d'impression métal. Mais on met donc 6 jours pour faire la tuyère, et après il y a de la finition dessus, donc on arrive à faire un cycle en un mois, là où il faut presque considérer un semestre dans les technologies traditionnelles. Ah oui, donc c'est vraiment une grosse rupture. Et maintenant, Laetitia, je m'adresse à vous, et donc à la SNCF, vous avez beaucoup plus de maturité. Moi, j'ai retenu que ça fait plus de 10 ans maintenant que la SNCF s'est intéressée à la manière d'intégrer ces procédés dans la maintenance du matériel roulant. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur la politique de maintenance, la stratégie d'approvisionnement des pièces de rechange ? Oui, alors je vais déjà commencer par poser le cadre et le contexte. C'est vrai que le matériel roulant, les trains, on a à maintenir une très grande variété de familles, de sous-familles. Ça va des TGV à des trains historiques qui ont parfois plus de 100 ans. Donc voilà, entre ces périodes, les produits ont évolué, les matériaux ont évolué, pas mal de choses ont évolué, les fournisseurs aussi, qui parfois ils vivent, ils disparaissent. Voilà. Donc on a tout ce parc à gérer, à maintenir.
ça représente un référentiel de pièces d'à peu près 150 000 références à gérer en stock, enfin par la logistique et à stocker. Donc là aussi, c'est un nombre assez important, sachant qu'en plus, localement, sur certaines pièces qui ne sont utilisées que par un seul technicentre, eh bien, c'est géré localement. Donc il faut rajouter un certain nombre d'autres pièces aussi à maintenir sur les différents sites. Donc là, ça vous donne un petit aperçu de tout l'intérêt que peut avoir la fabrication additive pour un mainteneur comme SNCF. Il est de deux grands axes, on va dire, côté logistique, avec la gestion de tout ce qui est obsolescence, manquant, qui arrive très très souvent et même parfois sur du matériel récent. Donc c'est des fournisseurs qui disparaissent, c'est des fournisseurs qui ne sont plus intéressés par faire des petites séries parce qu'on est vraiment un petit marché, contrairement à d'autres comme l'automobile par exemple. Donc il va falloir trouver des alternatives à ces cas-là. C'est les délais d'approvisionnement. En conventionnel, on peut être amené à devoir attendre 3 à 6 mois pour refaire un moule par exemple. Et là, ça peut créer des immobilisations au niveau des trains qui coûtent énormément au groupe. Et puis, voilà, il y a l'aspect aussi stock, comme je disais tout à l'heure, au niveau logistique. Ça permet la fabrication additive d'envisager un mode de stockage différent, en réduisant tout ce qui est mini-commande. Quand on nous livre une centaine de pièces alors qu'on en consomme une dizaine dans l'année, voilà, ça veut dire qu'on va les stocker pendant un certain temps. Donc ça permettrait en effet de pouvoir être approvisionné au juste moment quand on en a besoin et à la juste quantité. Et il y a aussi tout ce qui est rotation lente. Voilà, donc c'est le stock, la gestion du stock peut être vraiment revue grâce à la fabrication additive. Et puis après, il y a le pendant, le côté plus ingénierie avec l'amélioration de la performance. Alors performance, c'est un grand mot qui veut dire plein de choses, mais c'est lorsqu'on a des ruptures prématurées qui se passent toujours au même endroit sur certaines de nos pièces, eh bien pourquoi pas se dire on va la réparer ou l'améliorer dans ces zones-là. En effet, et la fabrication additive est tout à fait éligible et pertinente. C'est dans les ordres de modification que l'on a à réaliser aussi lors d'opérations à mi-vie, lorsqu'on révise un train entièrement tous les 20 ans, eh bien on peut être amené à apporter certaines modernités, comme le Wi-Fi par exemple, mais ça peut être autre chose. Donc dans ce cas-là, on est vraiment concepteur de ces pièces-là. Et la fabrication additive va permettre de faire déjà des protos, d'aller beaucoup plus vite dans le développement et pouvoir aussi faire des designs qui soient peut-être un peu moins visibles ou qui s'adaptent complètement au train. Donc voilà, on n'est pas concepteur de nos pièces sauf dans cette partie modernisation. Donc c'est les différents avantages et on a vraiment exploité ces technologies sur tous ces pendants-là. Et donc pour développer et mettre en place et avoir recours un peu plus facilement à cette technologie, on a monté un réseau au niveau national. Donc on a des représentants dans chaque centre d'ingénierie au niveau français, des correspondants fabrication additive donc qui ont grandi avec notre montée en compétences. On a vraiment participé ensemble à tout ça, à partir sur ces différentes technologies. Donc c'est vrai qu'on est parti il y a une dizaine d'années sur les technologies qu'on a considérées comme étant les plus matures à l'époque. La fusion de lit de poudre pour la partie métal et la dépose de fils polymères pour tout ce qui est pièces polymères, parce qu'on a des pièces très variées, comme je vous le disais. Ça touche du métal au polymère en passant par... on a exclu tout ce qui était tissu, etc., qui n'était pas éligible à la fabrication additive. Et on a grandi, on a commencé par des petites pièces d'aménagement intérieur qui n'étaient pas soumises à des sollicitations particulières pour aller progressivement vers des pièces de structure. Parce que évidemment, lorsqu'on est en maintenance, on ne sait pas quelle pièce va tomber en panne demain et il faut être prêt à toute éventualité. Et il s'avère que généralement, c'est toujours les pièces les plus contraintes qui nous arrivent. Donc on a voulu vraiment balayer toute cette gamme-là. Et c'est pour ça qu'on a rentré ces deux technologies, et y compris aussi la fonderie rapide, pour aller vers des pièces de plus grand volume et surtout des nuances de matériaux qu'on ne savait pas faire avec les technologies de fabrication additive. Donc voilà, ça c'est vraiment les technos les plus sur lesquels on est parti, on est monté en compétence dessus, on les a qualifiés
Et on a construit notre réseau autour de ça. Et surtout, on a le réseau qui est vraiment réparti sur toute la France. Et là, pour capter les intérêts, et capter les cas d'usage qu'on peut avoir directement dans les technicentres, pour les remonter, les étudier, pour faire connaître aussi la technologie, pour montrer qu'on pourrait avoir recours facilement à cette technologie, choisir les bonnes nuances de matériaux, choisir la bonne techno. Ce réseau, il a construit... il a rédigé la documentation qui va bien pour pouvoir qualifier nos fournisseurs, pour pouvoir aussi en interne avoir recours facilement aux données mécaniques de la pièce en conventionnel et de la pièce en fabrication additive, donc faire les bonnes correspondances. Donc c'est un gros travail qui a été fait en interne. On a monté aussi des formations pour faire connaître et récupérer aussi le maximum de cas. Et ce sont les correspondants des différents sites qui donnent ces formations-là. Donc voilà, on a construit tout ce réseau-là pour aider finalement à trouver des cas en interne et puis évangéliser un peu la techno-fabrication additive. Dans ce réseau, on s'est surtout aussi employé à intégrer des acteurs comme les acheteurs et la logistique. Parce qu'ils font vraiment une partie intégrante et quelque part, la plupart des cas, des problématiques, ça vient de leur part. Donc voilà, c'est un peu la stratégie qu'on a mis en place d'essayer d'intégrer un maximum d'acteurs de toute la chaîne de valeur pour que tout le monde aille en même temps, ensemble vers l'usage de ces technos-là. Merci beaucoup Laetitia pour cette réponse très complète. Et je vais passer la parole à Laurent Julliard. Et donc là, on est dans un cas de figure totalement différent. Donc dans le nucléaire, effectivement, ça ne fait pas 10 ans qu'il y a des gros efforts d'innovation là-dessus. Et est-ce que justement vous pouvez nous dire quelques mots, Laurent, sur ce contexte et pour expliquer cette situation? Et puis voilà, vous avez été à la manœuvre pour identifier les premières pièces. Et puis si vous voulez bien m'expliquer un petit peu comment vous avez travaillé avec votre écosystème local pour monter en compétences et faire ces premières expérimentations. Oui, quand on parle de maturité, nous sommes en plein dans la crise d'adolescence. On part dans tous les sens, on est convaincu qu'il y a quelque chose de magnifique au bout du chemin. Mais à vrai dire, le chemin n'est pas encore complètement tracé. Et ça pour une raison relativement simple, qui normalement devrait vous rassurer. Nos centrales, on n'y installe pas de pièces dont on n'est pas absolument certain qu'elles répondent à tous les enjeux de qualification qui ont été ceux posés lors de la conception initiale. Voilà, maintenant qu'on a posé les problèmes, comment on peut attaquer le sujet? On l'attaque justement un peu en mode adolescent, en s'autorisant d'aller de partout. D'abord, en se disant, et ça a été évoqué par la SNCF, nous attaquons peut-être pas tout de suite au cœur du réacteur ou aux circuits qui lui sont directement raccordés, mais on peut avoir des tas d'objets autour. Ça peut être des vannes de robinet, ça peut être des choses comme ça qui ne nécessitent pas, pour certains d'entre eux, des qualifications spécifiques et où on peut, je dirais, prendre le risque, même si le terme est du coup pas très approprié, de changer le modèle de fabrication puisque de fait le risque n'existe pas et que c'est un objet dont on peut se passer. Donc on a commencé là-dessus puisque on a nous aussi une problématique de pièces de rechange. Le stock de pièces de rechange pour le parc nucléaire français, imaginez une unité de production, c'est à peu près 20 000 robinets et il y a 57 réacteurs en France. Donc ça commence à rendre les choses un petit peu complexes. Et évidemment, on évolue avec la technologie, donc même sur des parcs homogènes, on n'a pas tous exactement la même technologie de robinet, la technologie globale qui est la même. Ce qui nous fait un parc de pièces de rechange monstrueux. Je ne suis pas autorisé à vous donner le chiffre, mais il y a quand même 9 zéros derrière. Évidemment, ça c'est notable. Et on se dit, s'il y a tout un tas de pièces qu'on était capable de faire produire sur commande, en ne stockant plus que de la data et en ayant un outil de production relativement rapide et qui puisse être qualifié, à ce moment-là, on a gagné. Et on a gagné de l'argent, on a gagné du temps, on a gagné aussi sur la qualité de la pièce, puisqu'une pièce stockée des décennies peut finalement poser des problèmes.
Donc nous, on est parti sur les choses simples, pendant que nos entités nationales travaillent avec nos autorités de sûreté pour faire qualifier les procédés, pardon. Qui avec Grézy à... Bon, ça va, c'est peut-être que mon casque. Et donc nous, on est parti sur tout un tas de petits objets. Et il y a une catégorie d'objets dont on s'est emparé, c'est nos outillages. Eux, c'est bien, parce qu'ils ne sont pas sur l'installation. Ils n'y viennent que le temps du démontage ou du remontage d'une pièce. Et on s'est aperçu, par exemple, on a des clés de robinetterie qui peuvent peser 8 à 10 kilos. En les retravaillant en modélisation et en les faisant imprimer, je dirais de manière directe ou indirecte, j'y reviendrai, on a pu gagner 40% de la masse. Donc gagner sur le risque pour les collègues, gagner sur la pénibilité au travail. Parce que je peux vous assurer que quand vous travaillez à 40 degrés, 100% d'humidité, avec 2 combinaisons en papier sur vous, et qu'il faut manipuler un outil de 10 kg, eh ben, s'il en fait 6, c'est mieux. Vraiment. Et en fait, on s'est emparé de tous ces petits sujets, qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on a pris la décision la semaine dernière de lancer la modélisation de tout un tas de vannes de robinet, enfin de loquets, de poignées de robinet qui nous embêtent, qui cassent facilement, dont on ne sait plus approvisionner les pièces puisque le fournisseur a fermé. Donc c'est une pièce externe qui n'a aucun enjeu, n'empêche qu'elle est cassée. Et on va faire tous les modèles, ce qui nous permettra ensuite de les faire imprimer à façon. Et puis on a un volet qui, je pense, celui-là est très très intéressant. Alors c'est bien parce que Renaud est là et en plus il va m'entendre dire du bien maintenant qu'il a un casque. C'était gratuit. C'est qu'on a la capacité d'imprimer des moules. Et là, c'est bien parce que nous, on retombe sur les procédés qu'on connaît. Et là, ça ouvre une perspective très intéressante, c'est que finalement, on est capable de faire fabriquer un moule très vite et derrière d'avoir une façon de fabriquer qui est la même que celle historique. Et ça nous rassure beaucoup puisque du coup, en termes de qualif, on passe par de la fonderie standard qu'on connaît et qui est très rassurante. Et là, ça ouvre une perspective, je pense, extrêmement importante pour nous. Et je conclurai là-dessus. Vous avez peut-être entendu parler d'un petit souci qu'a connu le parc nucléaire en 2022, un problème de corrosion sous contrainte. Si nos coudes avaient été imprimés en 3D et donc sans soudure, eh ben, on n'arrêtait pas 12 réacteurs. Merci Laurent. Timothée, on va maintenant aller un petit peu plus loin dans l'industrialisation. Chaque Zephyr est équipé de 8 moteurs, donc j'ai fait le calcul. 50 lanceurs, ça fait 400 moteurs à produire chaque année. Quelles ressources et équipements vont nécessiter ce niveau de production et combien de personnes ça va mobiliser autour de la fabrication additive dans l'entreprise ? Alors oui, effectivement, ça fait beaucoup de moteurs à horizon 2030, 400 moteurs, c'est assez impressionnant. Donc aujourd'hui, on a une machine et on travaille avec beaucoup de partenaires, ce qui est vraiment important pour nous quand même, il faut le noter, notamment Saturn, ER Pro, qui est un réseau de partenaires avec qui on travaille pour nous aider à monter en compétences et à produire nos pièces avec lesquelles on travaille aujourd'hui. Mais pour pouvoir produire ces 400 moteurs, si on veut 100% internaliser la production, il faudrait arriver sur 4 machines de grand format, donc plus de 600 mm de haut, et 8 machines petit format entre guillemets. Pour pouvoir faire tourner toutes ces machines-là, il faudrait environ une trentaine, 36 personnes en tant qu'opérateurs et 4 ingénieurs support pour pouvoir faire tourner toute cette production-là uniquement en fabrication additive. Et là, on parle uniquement que de la fusion laser sur lit de poudre. Mais il faut aussi noter qu'on est aussi en train d'étudier d'autres procédés de fabrication additive en polymère, mais aussi en métal, notamment le DED, la projection de poudre, qui peuvent être intéressantes pour produire de nouvelles pièces. Donc ça, c'est encore à l'étude. Merci beaucoup, Timothée. Laetitia, dans la continuation de vos explications, il y a une question qui va intéresser les industriels parce qu'un industriel aujourd'hui, il hésite à se lancer dans la fabrication additive parce qu'il ne sait pas trop par où commencer. Alors des fois, c'est des industriels qui fabriquent des équipements, donc ils doivent gérer des pièces de rechange. Des fois, ils ont des installations complexes à maintenir.
Et quand on a un portefeuille de 150 000 références de produits, comment est-ce qu'on procède? Comment est-ce qu'on fait le tri pour voir lesquels sont potentiellement déjà éligibles à ces procédés de fabrication pour que ce soit économiquement intéressant, évidemment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu justement les critères qui rentrent en jeu dans la sélection des pièces? Oui, alors c'est pas forcément très simple. C'est vrai qu'il y a des outils qui existent sur le marché et qui font ce tri. On a testé, on n'était pas forcément très satisfait. Alors il faut savoir que notre référentiel, il a un certain âge, que les nuances de matériaux ne sont pas toujours indiquées comme il convient. On n'a pas les modèles 3D, on a des plans 2D quand on les a. Voilà, donc c'est pas toujours évident. Donc nous, on a commencé par des besoins logistiques. C'est pour ça que je disais que tout à l'heure, on avait besoin de ces acteurs-là dans le réseau. Et c'est surtout eux qui ont commencé à nous sortir une liste de cas en fonction vraiment de critères logistiques. C'était des petites séries, des rotations très lentes, avec un besoin à moyen, court terme. Voilà. Donc on est parti de ces critères-là. Et après c'est du manuel. On passe chaque référence avec nos experts. On regarde si les dimensions, les matériaux et les caractéristiques qui sont liées seraient faisables par une technologie de fabrication additive. Donc c'est un travail qu'on a commencé après justement toute l'étude de ces technologies, leur qualification, etc. On a commencé ce travail il y a à peu près 3 ans avec les collègues de la logistique. Et aujourd'hui, on est arrivé à peu près à presque 1 millier de références qui seraient faisables par une de ces technologies. Et donc cela, c'était par rapport aux technologies matures. Et alors vous avez donné une bonne transition. On s'intéresse aussi maintenant de plus en plus aux grandes technos, qui permettent justement des pièces de grand volume, parce que c'est aussi des cas que l'on a chez nous. Alors on tourne autour du mètre cube, parce qu'il y en a un peu plus grande, mais c'est très très rare. Mais voilà, autour du mètre cube, on a ce potentiel. Et on a intégré la technologie de DED fil, par contre, dans notre cas, sur un de nos sites en Charente-Périgord, et dans le cadre d'un projet de recherche et développement, dans un premier temps. Mais l'idée, c'est vraiment de garder ce moyen en interne et de produire en interne pour aller vers justement la fabrication de ces grandes pièces, voire plutôt même la réparation de ces grandes pièces. Donc vous avez une image ici et la pièce que vous pouvez voir, c'est l'une des premières pièces que l'on a sorties. C'est un pivot de traverse. C'est une pièce qui fait la jonction entre les bogies et la caisse, donc qui prend pas mal de chocs, donc qui est sollicitée en fatigue. Et cette pièce-là est sortie sur notre site. Elle a passé tous les essais, tous les tests, les essais de fatigue. Et elle va être montée sur un train là, cet été. Elle vient de partir justement pour être montée. Donc ça sera une grande première pour nous, et peut-être même dans le ferroviaire, de monter une pièce de structure issue de cette techno en fabrication additive. Et là, ça va nous permettre aussi de multiplier encore un peu plus nos cas d'usage, j'espère. Bon, magnifique, hein. Excellent, excellent. Laurent, pour ce qui vous concerne, donc vous nous avez évoqué quelques applications de pièces. Et donc, est-ce que ces pièces-là, elles sont aujourd'hui référencées dans le système EDF pour être proposées à d'autres centres de production et voilà, donc est-ce que vous partagez ce savoir, et quand vous faites du réingénierie, est-ce que c'est partagé avec les collègues au niveau national? Alors, je l'ai dit en introduction, on est en pleine crise d'adolescence, donc la chambre n'est pas super bien rangée. Et c'est sans doute le chantier qui s'ouvre à nous maintenant. Pas plus tard que fin de semaine dernière, on avait des réunions sur le sujet. On est en train de rassembler tous les modèles qui ont été développés à droite à gauche sur des bases de données nationales, parce qu'effectivement, la pire des choses, c'est de partir chacun dans son coin, de référencer aussi les savoir-faire. On a beaucoup parlé des partenariats externes. Si c'est la centrale nucléaire de Chaux qui a un peu pris le lead sur le parc nucléaire, sur l'impression 3D, c'est parce qu'à Charleville-Mézières, on a sans doute le pôle d'excellence français sur le sujet, avec Platinium, avec Lésine, avec le CRIT, avec 3DMI sorti de Platinium 3D. On a
un écosystème, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est la personne en charge de l'ancrage territorial qui s'est retrouvée à la manœuvre. On a un écosystème qui nous permet aujourd'hui de réfléchir, nous amener l'ingénierie pour travailler. Donc pour nous, l'enjeu aujourd'hui, c'est bien structurer nos bases de données de manière à ce que effectivement on puisse référencer aujourd'hui. La base de données, elle se fait beaucoup par SMS. C'est pas terrible. Très adolescent, hein, je l'ai dit. Hein. On est obligé de l'assumer là pour le coup. Et donc, on va pouvoir se structurer. Nos services centraux qui gèrent les pièces de rechange sont aussi à la manœuvre pour s'attaquer à des objets un peu plus balèzes. Et j'ai cette conviction vraiment profonde que demain, le parc de pièces de rechange, et évidemment, on n'imprimera pas, la centrale, on a changé un stator d'alternateur l'année dernière, on n'imprimera pas des pièces de 530 tonnes demain. Ça, on continuera à faire comme avant et à stocker la pièce dans un coin jusqu'au jour où on en a besoin. Mais on les change tous les 30 ans, c'est pas très gênant. Par contre, baisser le volume stocké physiquement de pièces pour stocker de la data et fabriquer sur commande, ça j'y crois parce que sur les premières pièces qu'on a lancées ou sur nos premiers outillages, les clés, elles étaient cassées, la semaine d'après, elles étaient remplacées. Et améliorées, c'est-à-dire plus solides, plus légères, voilà, parce que ça ouvre aussi d'autres perspectives. Et donc oui, l'enjeu devant nous maintenant, c'est de ranger la chambre. Merci Laurent. Et alors, avant de parler de la cartographie du Grand Est, peut-être une dernière question pour Isabelle. Alors Isabelle, à quoi va ressembler cette usine qui va produire des micro-lanceurs? Alors, elle va ressembler à une usine. Hein. L'usine sera installée à Reims. On est en train de finaliser la signature du bail. L'avantage, c'est qu'on a, comme tu l'as dit, on a été awardé BPI France 2030, nouvelle usine. Donc, on est soutenu par la BPI pour pouvoir créer cette usine qui va se créer en 3 phases, dont la première commencera au tout début de l'année prochaine, avec déjà 5000 m² qui vont nous permettre de faire les premières fusées, la première partie de l'internalisation de Fabad. À terme, en 2030, on est 160 emplois industriels, en plus des 160 qu'on a déjà en bureau d'études, tout le monde installé sur le même site, avec en plus ce qui se développe en parallèle à Vatry, donc à l'aéroport de Vatry, qui est un centre d'essai. Alors, pas de panique, vous ne verrez pas de fusée voler là-bas, hein, ça c'est pas possible. Par contre, on a démarré à Vatry. Les photos qui étaient exposées tout à l'heure sont des photos qui ont été prises à Vatry. On fait à Vatry tous les essais au sol, c'est-à-dire tout jusqu'à ce que la fusée décolle. Si elle décolle, il y a un problème. Si elle décolle de Vatry, il y a un problème. C'est pas normal. Mais donc on fait tout ça et donc ça a un énorme avantage pour nous parce qu'en fait on a le bureau d'études, l'usine et le centre d'essai qui sont à moins de 45 minutes les uns des autres. Et ça c'est top. Donc c'est le gros enjeu de l'attitude en ce moment. Voilà. Merci Isabelle, et ça me fait penser que le logo de l'accélérateur de start-up, c'est une fusée. Donc vous incarnez magnifiquement ces start-up à très forte croissance qui accélèrent très fort, très vite et très haut. Félicitations pour ce projet. Alors je vais vous dire quelques mots sur la communauté fabrication additive en Grand Est. Alors en fait, les uns et les autres, vous m'avez servi sur un plateau tous les arguments pour nous dire à quel point on trouvait de magnifiques spécialistes en région. Moi, ce que je retiens de vos propos, c'est que donc vous avez tous des activités en croissance sur la fabrication additive. Ça monte en puissance, ça monte très fort en puissance. On s'est intéressé principalement que au métal, mais faut bien comprendre qu'il y a tout un autre univers qu'on n'a pas exploré aujourd'hui. C'est tout ce qui concerne les polymères chargés, avec de la charge céramique, métal, tout ce qu'on peut imaginer. Au niveau mondial, les applications polymères, ça représente les 3/4 du marché. Et donc, je vais vous parler un petit peu de cette communauté qu'on a constituée en région. Aujourd'hui, on a réuni pas moins de 40
acteurs économiques dont vous voyez les logos ici. Et donc cette communauté, son cœur, ce sont les acteurs économiques parce que on veut booster en région les capacités de ces entreprises à proposer des solutions aux industriels. Donc on voit la fabrication additive comme un accélérateur de productivité pour les industriels de la région. Autour de ces offreurs, évidemment, on est en relation avec les établissements de formation. On est en relation avec le monde de la recherche, dont Arnaud est un représentant. Et Arnaud fait partie de la gouvernance de la communauté fabrication additive depuis le début. Donc il sait bien d'où on part et où on est. Et puis on a aussi entamé des échanges avec les autres régions, puisque au mois de juillet se tient le Forum France Additive à Strasbourg pendant 3 jours. Et donc on a pris l'initiative de se mettre en contact avec les autres régions pour voir un petit peu qui étaient les acteurs dans les autres régions. Et je suis heureux de pouvoir vous dire qu'on est en Grand Est, on est très structuré. Et on est porteur vraiment de belles spécialités. Dont l'ingénierie des métaux, de la métallurgie en Moselle. On a des sociétés qu'on a mentionnées, 3D Metal Industrie, qui est une émanation d'une plateforme technologique et qui est aujourd'hui un des rares acteurs à produire du moule de fonderie en moule sable de fonderie en France. On a 4 fabricants de machines, des machines industrielles, donc vraiment des machines qui répondent à des standards de qualité de production et de fiabilité. Et donc toute cette communauté a la vocation à accélérer l'adoption par les industriels de ces procédés de fabrication additive. Donc je vous remercie tous aujourd'hui d'être là, puisque vos explications montrent que ça marche, que ça fonctionne, que ça apporte de la performance. Donc pour ceux qui hésitent encore, vraiment, il faut y aller. On essaye d'intégrer aussi donc, des industriels de la région pour les faire participer à cette dynamique de réseau. Alors je vais juste vous dire encore un mot sur une action qu'on a lancée et qui est bientôt terminée. Pour faciliter l'expérimentation sur des projets plutôt techniques, c'est-à-dire quand on sort de l'imprimante de bureau qui est à côté du poste de CAO dans un bureau d'études. Nous, ce qu'on vous propose, c'est de pousser l'expérimentation sur des produits beaucoup plus sophistiqués. Et donc, on a référencé des capacités de production que nous avons en région. Et on a regroupé aujourd'hui plus d'une centaine d'équipements. Et alors, on va trouver des choses très, très originales. En particulier, je pense à la grande dimension. On a au moins une douzaine d'équipements en région pour fabriquer des pièces qui dépassent 2 mètres de long, de haut et de large. Certaines technologies permettent même d'aller plus loin. On a le CIRTES à Saint-Dié, qui est vraiment le spécialiste mondial de la stratoconception, qui a développé des brevets sur ces procédés. Ils sont capables donc de fabriquer des pièces à partir de matériaux en panneaux et quasiment sans limite de taille. On peut arriver à des pièces qui font jusqu'à 12 mètres. On a vu au JO, par exemple, ils ont participé à la construction de pavillons en bois, fabriqués avec des éléments en bois, fabriqués en fabrication additive. Juste pour vous montrer, voilà, on a constitué cette base de données sur laquelle on référence les différents acteurs. Lorsqu'il s'agit de machines commerciales, on retrouve les marques et les modèles des machines, on retrouve les gammes dimensionnelles et on retrouve des notions aussi de vitesse d'impression pour donner une idée de ce qu'on peut obtenir. Et puis dans l'idée, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une machine, plus elle augmente en dimension, plus il faut lui donner du débit et de la cadence de production. Et on référence aussi évidemment les familles de matériaux qu'on peut travailler sur chacune de ces machines. Donc vous voyez qu'on peut aller sur des choses assez pointues, puisque certains ont expérimenté des alliages bien particuliers.
Donc cette base de données, elle existe. Si ça vous intéresse, moi je vous la partage avec plaisir. Donc en passant par le site Grand Est Développement, vous pouvez trouver mes coordonnées et on vous transmettra ça. Alors, on est à peu près dans le timing qui nous était imparti. Et maintenant, on va partir un petit peu, faire un petit voyage dans l'avenir avec les travaux qui sont menés à l'Institut des matériaux de Mulhouse. Donc Arnaud, les procédés de photopolymérisation sont utilisés en fabrication additive. Est-ce que vous voulez bien nous dire quelques mots sur déjà c'est quoi ce procédé et depuis quand ça existe Oui, avec plaisir. Donc en fait, ce procédé-là est le premier procédé d'impression 3D. Donc c'est basé sur des résines liquides. On parle de photopolymérisation en cuve. Ça a été en fait créé donc il y a 40 ans. On a fêté les 40 ans donc l'année dernière. Donc pour les Français, on l'a fêté donc le 16 juillet, date à laquelle Jean-Claude André et ses collègues ont déposé le premier brevet sur l'impression 3D, ce qui allait devenir la stéréolithographie. Et donc pour les Américains, ils le fêtent eux donc en août, un tout petit peu plus tard. Et là, ça a donné donc le nom, la stéréolithographie également, donc la société que vous connaissez tous, 3D Systems. Donc l'intérêt en fait de travailler avec des liquides, c'est qu'on va avoir un contrôle spatial qui est extrême grâce au confinement de la lumière, et donc on va avoir des pièces de très grande résolution. Donc ça, c'est le premier intérêt en tout cas de travailler avec la photopolymérisation. Ensuite, l'intérêt, c'est que vous l'avez vu. Donc c'est bien la lumière qui permet de solidifier la matière, c'est ça le Exactement. principe. Donc on part sur une résine liquide et en fait on va avoir des petites molécules qui vont transformer l'énergie lumineuse en énergie chimique qui va permettre de solidifier la matière. Vous le connaissez tous, hein, c'est le vernis à ongles, c'est des cols UV. C'est des vernis qui vont sécher avec le temps, et vous avez d'ailleurs pas mal d'applications qui sont en lien avec des projets co-déposés par les collègues mulhousiens. Merci Arnaud. Et donc, vous pouvez peut-être nous dire aussi quelques mots sur la plateforme Mathlight. Oui, donc il y a 2 ans, en fait, au niveau donc, de l'université de Haute-Alsace, avec le soutien évidemment du CNRS, on a déposé. On a déposé, c'est bon? C'est mieux ici? Ouais. Là, ça marche pas. Ça marche pas? Non. Moi, je m'entends dans mon casque. Ah, moi, j'entends pas. Ah, pardon. Vous m'entendez? Oui, ok. Oui? Ok. Alors, sur la partie Mathlight, donc c'est un projet donc, de site, de signature en fait, au niveau de l'université. Donc il n'y a pas que de la fabrication additive, mais il y a effectivement un volet de fabrication additive. On va aller regarder des nouveaux modes d'exploitation. Donc on a parlé de grande taille. Nous, on va plutôt aller sur les autres extrêmes, donc petite dimension. Donc quand je dis petit, c'est typiquement comment imprimer une tour Eiffel sur un cheveu. Et donc ça va être justement en jouant sur des nouvelles sources de lumière et également sur un confinement très précis en fait, de l'interaction lumière-matière. Sur l'enjeu au niveau du matériau Mathlight, il y a évidemment la caractérisation. Donc on va aller aussi sur des équipements de pointe pour venir caractériser avec la lumière les différents matériaux qui vont être fabriqués en fabrication additive ou par d'autres procédés. Mais donc vous êtes évidemment tous les bienvenus évidemment, pour venir tester vos matériaux avec des équipements vraiment de dernière génération. Donc on a d'ici 2-3 semaines l'installation d'un équipement qui sera unique au monde où on va pouvoir faire de la caractérisation chimique structurale en fait au sein et de la fabrication in situ au sein d'un microscope électronique. Donc ça c'est pour la partie Mathlight, donc ça englobe en fait l'ensemble des laboratoires de recherche du campus mulhousien, et donc on va de la synthèse automatisée de petites molécules qui sont importantes justement dans la photopolymérisation, dans l'impression 3D, mais également dans la synthèse automatisée en fait de nouvelles molécules pour la pharmacologie, avec évidemment des liens très forts avec l'industrie bâloise qui est juste à côté, à quelques kilomètres donc, de chez nous. Donc voilà pour le projet Mathlight. Et un autre défi, donc outre la partie petites échelles, ça va être aussi de proposer de nouveaux modes de fabrication additive, et notamment on a parlé des enjeux en termes de résolution, on a parlé de la taille, et on va parler de vitesse. Donc aujourd'hui, on a une des premières imprimantes 3D, on a la première imprimante 3D en France, une de quelques-unes en Europe, qui permet de fabriquer des objets 3D de quelques centimètres cubes en 10 secondes.
Donc aujourd'hui, on travaille à la fois sur la chimie et sur les procédés. C'est de nouveaux procédés pareils qui peuvent être visités aujourd'hui sur le campus mulhousien et qui nous permettent en fait de révolutionner, de pousser toujours plus les limites de l'impression 3D, notamment en termes de vitesse. Ça, c'est pour la partie procédé. On a évidemment la partie matériaux. Donc notre enjeu, c'est d'avoir des matériaux beaucoup plus réactifs, des matériaux aussi qui vont permettre de partir du polymère pour aller jusqu'à la fabrication de verre, pour plein d'applications, notamment dans le médical, mais également jusqu'à la fabrication d'impression 3D de carbone. Et ça va nous permettre de partir sur des batteries embarquées, en fait, la miniaturisation de batteries. Donc ça, c'est des choses qui sont en cours et qui sont en train d'être déposées avec différents industriels. Donc les gammes de matériaux sur les technologies et les procédés de stéréolithographie vont en fait s'élargir. Exactement. Donc c'est déjà évidemment la céramique, on utilise beaucoup, il y a différents procédés, mais en stéréolithographie, vous avez des très jolies entreprises françaises, je pense à 3D Céram, qui ont fait des premières mondiales sur l'impression 3D de pièces pour le cerveau par exemple, où on partait de résine chargée, mais maintenant on est sur une autre gamme, une autre génération de matériaux. Et même sur un autre comportement au niveau des matériaux, puisque jusqu'à présent, les matériaux que l'on fabriquait avaient des propriétés qui étaient figées dans le temps. Et maintenant, on parle aussi, depuis quelques années maintenant, d'impression 4D, avec la volonté d'avoir des matériaux qui vont évoluer en fait, dans le temps, qui vont évoluer en fonction de leur usage, en fonction de l'environnement dans lequel ils sont positionnés. Merci beaucoup Arnaud. Ça nous promet de belles innovations dans les années qui vont venir. Et peut-être juste pour conclure, vous pouvez nous donner une idée un petit peu là, du type d'application aujourd'hui auquel ça peut mener. Alors aujourd'hui, j'ai eu beaucoup d'IA là, dans les sessions de ce matin. Aujourd'hui, il y a la volonté d'aller sur des programmes, sur des jumeaux numériques pour des nouveaux procédés pour faire des mousses recyclables. Donc en fabrication additive, avec l'intérêt d'avoir moins de déchets au niveau des mousses et évidemment d'avoir des mousses aussi qui sont optimisées d'un point de vue performance. Donc venir mettre la performance, la densité de matière là où il faut en fait au niveau de la pièce pour l'alléger mais également pour la rendre plus résistante en fait. Donc il y a vraiment des stratégies d'utilisation d'IA pour avoir des pièces optimisées d'un point de vue architecture, d'un point de vue aussi matériaux. Merci beaucoup Arnaud. Merci à tous pour votre participation qui, j'en suis sûr, aura inspiré nos auditeurs. Je me permets aussi de rappeler que donc pour tous les industriels qui sont intéressés, la région cofinance un parcours de découverte, de sensibilisation et de prise en main de ces procédés de fabrication additive qui sont assurés par des spécialistes sur les différents procédés. Donc vraiment, il faut pas hésiter à les solliciter. Merci encore à tous pour votre temps et une belle journée à vous. Merci.